Mais de orthophoniste à conseillère en immobilier, mais ah ouais, carrément, t'as fait un virage à 180 degrés. Ben, finalement, moi, je dis pas tant que ça. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que j'aime plein de choses, moi, dans l'immobilier. Voilà, je la teste, mais c'est justement pour, au moment où elle va se manquer, lui faire remarquer qu'elle s'est manquée. On sait très bien que c'est un métier qui est assez critiqué parce que souvent, l'agent immobilier ne répond pas forcément aux attentes, que ce soit d'un vendeur ou d'un acheteur. Est-ce que tu as d'autres profils un petit peu de vendeurs avec lesquels tu n'aimes pas travailler? Tu as le droit de balancer. Hein. Et salut à tous, bienvenue dans la saison 2 des icônes de l'immobilier. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison parce qu'on va recevoir tout un tas d'invités passionnants desquels vous allez pouvoir vous inspirer pour votre activité de conseiller immobilier. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec ma très chère et tendre épouse Céline. Salut Céline. Salut. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée Stéphanie Bonhomme. Salut Stéphanie. Salut Julien. Salut Stéphanie. Bon, ça fait super plaisir d'être avec vous deux. Bienvenue. Aujourd'hui, bienvenue dans les icônes de l'IMO. C'est notre format favori sur notre chaîne YouTube. J'espère que beaucoup de monde verra cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que les gens te découvrent et découvrent qui tu es, la manière dont tu travailles. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dont les gens vont pouvoir s'inspirer. Alors, exactement. Pour commencer, tout simplement, peux-tu te présenter? Depuis combien de temps tu fais de l'immobilier? Où est-ce que tu exerces? Dans quelle agence ou quel réseau? Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, Stéphanie Bonhomme, tu l'as dit, j'ai 46 ans. Je suis maman de 2 petites filles et j'habite et travaille à Carros. Voilà, c'est mon secteur. Dans le 06 du coup. Dans le 06, moyen pays niçois. Nous, on connaît parce qu'on est du coin, mais... Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Pour les Bretons alors, qui ça nous fait écoutent. un paquet de temps que je communique sur les réseaux sur Carros. Donc, aïe. Donc, si vous ne savez pas où est Carros, c'est dans un le scandale. 06, c'est un peu the place to be. Ouais, c'est ça. C'est le centre de la France. Mais exactement. Il n'y a pas un sketch de Gad Elmaleh comme ça, là, où il dit, à chaque fois qu'on dit... Non, ça, c'est la ligne nord-sud, je crois. Ah, la ligne nord-sud, ok. On est dans le Voilà. C'est ça. Et écoute, moi, je fais de l'immobilier depuis 5 ans maintenant. Ok, ça commence à faire déjà quelques années. Tu commences à avoir quelques retours. Donc, avant Covid. Alors, juste avant Covid, j'ai vraiment eu le nez creux pour ma reconversion. C'est-à-dire j'ai démarré l'immobilier en janvier 2020. Ouais. Ok, ah ouais. Et donc, en mars, on était confinés. Incroyable. Voilà. Bon, tu as eu le temps de te former? J'ai eu le temps, alors, dans ce laps de temps, de faire 2 ventes et puis après de me former. Ouais. Génial. Ah ok, t'avais fait 2 ventes quasiment en arrivant. Ouais. Ah ça c'est bien, ça pour la confiance c'est bon. Chapeau. Exactement, j'avais déjà fait la vente d'une maison et le relogement en fait. Donc le relogement c'était en collaboration avec une fille de l'agence. J'avais démarré en agence. Après j'ai rejoint un réseau. Après j'ai rejoint une agence locale et là j'ai rejoint le réseau Winkey. Ok, donc tu as fait agence réseau. Oui. C'est ça? Ok. Alors, agence réseau? Alors, déjà, le tout juste savoir. milieu, alors pour moi l'idéal c'est de travailler comme on travaille dans un réseau, éventuellement dans une agence. Ok. Voilà, éventuellement. D'accord. Et donc ton premier choix d'agence c'était lié à quoi? Pourquoi tu as préféré une agence au démarrage? Qu'est-ce qui t'avait fait On va passer très vite sur ce premier choix. On va pas trop en parler. On va pas trop en parler. Ça a été un hasard. Voilà, rencontre, je recherchais vraiment une reconversion. Quand l'immobilier m'a été proposé, je me suis dit, oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'avais déjà eu pas mal d'expériences perso d'achat-revente. J'avais déjà été très critique, un peu comme tout le monde, sur les agents immobiliers, notamment le service. En fait, quand je recevais pas ce que j'attendais. Ça a été très important pour moi, d'ailleurs, pour me positionner en tant que conseillère. Mon premier truc, c'était de me dire, attends, voilà, quand j'ai vendu, principalement, quand j'ai acheté aussi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi. Voilà. Donc, ça m'a permis de me positionner très vite sur le service que je voulais donner, en tout cas, à mes clients. Okay. Ça, c'est vraiment important d'avoir une expérience avant en tant qu'acheteur ou vendeur parce que, justement, ça nous permet de voir les carences potentielles des agents IMO. Ah complètement. Et notamment, par exemple, on parlait sur les acheteurs, notamment le suivi des acheteurs qui est complètement... C'est très marrant parce que là, on a été en crise d'acheteurs et donc tout le monde... faisait bien le taf là, mais pendant des années c'est vrai que les acheteurs c'est un vrai sujet quoi. Personne les relance par manque de temps, par manque d'organisation, par négligence aussi tout simplement. Oui sûrement, et puis parce que aussi alors pour moi c'est vraiment suivre les acheteurs, c'est un travail à part entière. C'est-à-dire que on le sait,
Tu vas passer un temps sur la recherche. Une fois que tu leur as dégoté un truc, ah ben non, finalement, on a 100 000 euros de plus. Parce que, donc, c'est un vrai suivi. Il faut que le partenariat il soit posé dès le départ, moi, je trouve, avec les acheteurs. Totalement. Avec les acheteurs, avec les vendeurs aussi. Mais c'est vrai qu'avec les acheteurs, on peut avoir, et nous, on le voit encore plus à Dubaï maintenant avec les acheteurs qu'on a, c'est que vraiment, on leur explique que leur projet immobilier à Dubaï, c'est une chose, mais peut-être que demain, ils seront amenés à acheter en France, peut-être à Carros ou à Nice. À Carros. Et donc, on Évidemment. Voilà, exactement. Et qu'en fait, on sera toujours là pour eux, pour les accompagner dans leur achat. Et en fait, on pourrait prendre, et les agents immobiliers français ne le font pas, mais à Dubaï, c'est la norme. Hein, ce que je dis là, c'est établi. Quand un acheteur choisit un agent immobilier, il le choisit sur une très longue durée, en fait. Oui. Alors qu'en France, non, c'est du one-shot. Exactement. L'acheteur appelle pour une annonce, bon, je lui fais visiter, ça colle pas. Merci, au revoir. Et ça, c'est vraiment dommage. Et là-dessus, comme tu l'as dit à juste titre, il y a un vrai travail à faire. C'est un travail à part entière, les acheteurs. Oui, complètement. C'est vrai. Qu'est-ce qui, sur cette reconversion, pourquoi tu t'es dit, du coup, l'immobilier, pour toi, pourquoi tu correspondais bien à déjà, ce peut-être nous dire ce que profil, tu faisais avant aussi. Alors, oui, vrai. J'ai été orthophoniste pendant 16 ans, Okay. donc cabinet libéral. Je manquais pas de travail, vraiment pas. Je crois que j'ai arrêté peut-être juste avant le burn-out, ou c'est un autre terme parce que je trouvais plus de sens en fait. Je crois que j'avais fait le tour de la profession, j'étais un petit peu lassée. Et en fait, comme je travaillais avec de l'humain, j'ai trouvé que c'était pas honnête. Des fois, je regardais les patients et je me disais, s'ils m'avaient connu il y a 10 ans, je crois que j'aurais été beaucoup plus à même de l'aider. Ah, c'est bien c'est vachement bien de le voir comme ça, quoi. Écoute, je sais pas si ça a été à l'approche de la quarantaine. Enfin, il y a eu plusieurs choses où voilà, j'ai des images comme ça de la fois de trop où j'arrive et je pousse la porte du cabinet et là je fais. Je réfléchis à qui je vais voir et j'étais en lassitude. Donc là, je me suis dit, c'est plus possible. Alors, l'immobilier, j'ai fait des petits parcours comme ça là, qu'on va pas développer ici, mais du coup, ça m'a montré que j'avais peut-être des capacités commerciales, entre guillemets, parce que moi, j'avais toujours été dans le soin, avec du travail qui vient, naturellement, avec des listes d'attente, bon bref. Et donc, l'immobilier, c'est arrivé un peu par hasard, mais par mon expérience personnelle, je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Parce que j'aime plein de choses, moi, dans l'immobilier. Alors déjà, j'aime les relations humaines. Donc, pour moi, c'est un vrai projet. Alors attention, tout le monde n'a pas le même projet. C'est pour un investissement locatif, il n'y aura peut-être pas la même implication. Et encore que, je me rends compte que les gens qui veulent acheter pour du locatif disent j'achète quelque chose qui me plairait, moi, de louer. Et puis, qu'est-ce que je disais ? Non, mais on parlait justement de cette similitude qu'il peut y avoir justement entre ton ancien travail. Moi, je trouve ça très intéressant à développer. Entre ton ancien travail et le métier d'agent immobilier, tu parlais du soin apporté aux personnes, justement. Pour toi, c'est quoi justement quel pont il y a à faire entre ton ancienne activité et le métier d'agent immo, justement ? Ce qu'on appelle dans l'immobilier la découverte client. Ah ben voilà, on en parlait tout à l'heure en off. Ouais, la découverte client. Comment on va déjà pourquoi le client fait appel à nous. On sait très bien, je veux dire, personne ne l'apprend. On sait très bien que c'est un métier qui est assez critiqué parce que souvent, l'agent immobilier ne répond pas forcément aux attentes. Que ce soit d'un vendeur ou d'un acheteur. Là, je vais parler principalement d'un acheteur. Donc oui, moi, ce qui pour moi a été assez naturel, et c'est souvent une réflexion que j'ai quand on me dit mais de orthophoniste à conseillère en immobilier, mais ouais, carrément, tu as fait un virage à 180 degrés. Finalement, moi, je dis pas tant que ça, parce que je trouve que quand j'arrive en rendez-vous, premier rendez-vous, je me transpose un peu comme quand j'étais en rendez-vous de bilan orthophonique. C'est-à-dire tu poses un diagnostic. Et voilà. Et il faut beaucoup, beaucoup d'éléments avant de poser un diagnostic. Exactement. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Donc, il y a l'analyse chiffrée. Donc, ça, c'est bien. C'est quand on va faire... Alors, je fais par rapport au bilan orthophonique et à la découverte d'une maison. Donc, ça, c'est bien. On va aller faire le tour de la maison. On va voir combien de pièces, la superficie. On va poser toutes ces questions-là. Mais il y a aussi l'analyse clinique dans le cas orthophonique et qui est l'anamnèse en fait qui est transposée pour moi dans le premier rendez-vous avec le client. Pourquoi il vend, pourquoi je suis là, quel est le projet derrière,
Pourquoi avoir fait appel à moi, peut-être Bien sûr. Parce qu'il voilà. y a forcément des raisons qui sous-tendent ce choix-là. Bien donc, sûr. C'est hyper important. Voilà. Okay. Pourquoi avoir fait appel à moi ou pourquoi avoir accepté ce rendez-vous. Voilà. Donc il y a un vrai pont en fait avec ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, en tout cas, je pense que ça, naturellement, je n'ai eu aucune difficulté sur mes premiers rendez-vous. Et après, dès que j'ai démarré, je me suis beaucoup formée. Voilà, parce que... C'était quoi justement pour toi au démarrage quelles étaient un peu tes craintes justement donc tu as parlé des aptitudes que tu pensais avoir et qui se sont confirmées sur le terrain dès le démarrage, mais c'était quoi un peu les points sur lesquels tu t'es dit ah là, ça je connais vraiment pas, je vais avoir besoin de me former, de me perfectionner? Alors déjà, je voulais... Mais ça, c'était vraiment perso de l'expérience que j'avais eue. Je voulais être carré au niveau juridique. Voilà. Je trouve que la vente qui se fait au feeling, pour moi, c'est pas possible. Parce que, alors, c'est assez... comme tu dis, maintenant, ça fait 5 ans, je peux avoir un peu de recul. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que malgré tout, à chaque vente, à chaque rencontre, il y a quelque chose à apprendre, à creuser. Donc très vite, je me suis fait un partenariat. On parlait des partenariats tout à l'heure, mais avec une notaire. Il m'arrive parfois sur des dossiers un peu compliqués, avant même que je sois mandatée, de faire un petit rendez-vous. Bon, après, on va au resto. C'est sympa. C'est un peu mais en amont, en fait. voilà, de faire un petit rendez-vous où je lui montre Tu l'acte, les trucs, les servitudes. Et si j'ai comme ça, au moins... Je suis carré. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Pas seulement pour savoir de quoi on parle, mais pour aussi anticiper et conseiller, du coup, correctement le client. Moi, je trouve ça vraiment génial, cette démarche-là, vraiment proactive sur le côté juridique, parce qu'il y a très, très peu de conseillers immobiliers qui le font réellement. On a toujours les infos qu'on nous donne de base du réseau. Le problème, c'est que les ventes, souvent, ça se fait sur une somme de détails. Et l'aspect juridique est tellement négligé, et pourtant, c'est quand même un point crucial pour accompagner et rassurer les acheteurs, surtout selon les types de dossiers qu'on peut avoir. Il y a des dossiers plus ou moins compliqués. Donc, c'est super d'avoir fait cette première démarche-là, parce que spontanément, et on le voit un peu partout, c'est pas ce que font la plupart des conseillers. En tout cas, le juridique. Je demandais à ce que tu me dises, je sais pas, la prospection, parce que moi, j'avais pas besoin de démarcher dans mon activité, mais non, là, c'était le juridique. Oui. La prospection, voilà, c'est plus il faut y aller. Bien sûr. Mais pour moi, c'était vraiment cet aspect juridique. Et même, tu vois, avec les diagnostiqueurs, je sais que j'ai un diagnostiqueur qui m'a dit, mais moi, j'ai jamais vu ça, l'agent immobilier qui reste. Moi, je prends les rendez-vous avec le diagnostiqueur parce que je veux qu'à la fin, il puisse m'expliquer. Parce que je retiens mieux que si je me tape 70 pages de dossier. Je veux qu'il puisse m'expliquer ce qui sera important d'expliquer aux futurs acheteurs. Ah, super. Ouais, super. Voilà. Ça, c'est très rare. Ouais, c'est rare. Ok, super. Donc la partie juridique, la partie un peu technique finalement, un peu technique du bâtiment sur moi un petit peu. Mais oui, le bâtiment aussi, ouais, ça m'intéresse. Ouais, en fait, j'adore. Moi, c'est un métier, c'est complet. Je m'éclate parce que je trouve que tu apprends, c'est une manne quoi. En fait, il y a plein de domaines sur lesquels il faut à explorer quoi. Ça c'est vrai, c'est la richesse de notre métier. Ok, super. Et alors ensuite, une fois donc que tu as pu acquérir cette expérience et cette expertise sur le plan juridique et sur le plan technique en bâtiment, sur le plan commercial cette fois, parce que là, je pense qu'il doit y avoir vraiment une grande différence. Nous, on a coaché des gens d'un peu tous les horizons et vraiment des gens qui n'avaient pas du tout, sûrement un peu comme toi, ce besoin d'aller chercher le client. Puisque toi, je pense qu'il venait naturellement, l'agenda, il devait se remplir assez facilement. Donc, du coup, comment tu as appréhendé cette partie-là? Est-ce que tu n'avais aucune appréhension? Est-ce que tu en avais un peu? Comment ça s'est passé? Alors, j'avais pas beaucoup d'appréhension parce que même si j'étais avant dans un métier où les gens venaient à moi, les gens venaient à moi aussi parce qu'on leur avait conseillé. En fait, j'ai démarré j'ai mis la barre déjà très haut. C'est que j'avais ce référentiel de les gens voulaient travailler avec moi. Enfin, à l'époque, voulaient être reçus par moi. Donc, j'avais ce référentiel. Alors, des fois, je me suis dit,
début où j'ai tenté un peu la pige et tout, tu te fais raccrocher au nez, tout. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que je suis allée chercher? J'avais des gens qui me suppliaient de venir à le rendez-vous. Et là... Mais oui, mais le médecin, il m'a dit qu'il fallait que je passe par vous. Et là, je me fais raccrocher au nez, quoi. Mais bon, et puis des fois, c'est rigolo parce que des fois, j'y repense. Je me dis, punaise, c'est tellement... Il y a tellement d'ascenseurs émotionnels dans ce métier. Peut-être on en parlera aussi plus tard, mais je me suis dit, bon, allez, c'est après tout ce que je suis allée chercher. Je finissais par m'ennuyer, j'avais fait le tour, donc c'est aussi ce que je suis allée chercher. Non, en fait, même commercialement, j'avais peu d'appréhension parce que naturellement, je suis assez... Oui, tu avais cette confiance peut-être aussi. Voilà, puis je suis assez facile d'accès, je suis assez avenante et j'aime bien discuter, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, en fait, ça ne me pose pas vraiment de difficultés. Super. Et une fois sur le terrain, justement, confronté à cette réalité-là, donc tu es très sociable, mais quel a été le retour des gens? Est-ce que pour toi, finalement, ça a été facile et tu n'as jamais eu de cas vraiment... problématique non, ou... si, t'as des... Ouais, bah oui. Proportionnellement, je veux dire. Hein. Bah, proportionnellement, il y a quand même des... Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai essayé très vite de poser des cadres, hein, c'est-à-dire que très vite, je voulais avoir le choix et ne pas travailler forcément avec tous les clients. Okay. Et quand je rencontre des difficultés relationnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si moi je donne beaucoup, ben des fois je donne trop et que c'est pas forcément ce que la personne attend et moi je travaille beaucoup là-dessus parce que pour le coup le fait de prendre un peu de distance et d'être de moins prendre les choses à cœur, ça c'est ma grande difficulté depuis 5 ans parce que moi je vis les choses c'est à fond, chaque client. C'est mon projet, c'est ma maison. C'est, voilà, et donc c'est super quand tu reçois l'enthousiasme et que tu es porté, parce que j'ai aussi besoin de ça, hein, malgré tout. Mais quand je ne le reçois pas, alors, j'ai passé des périodes où, des fois, avec des échecs, c'est normal de se remettre aussi en question. Bien sûr, ouais. Et en fait, il y a des fois où je me dis, en fait, c'est moi qui, en amont, aurais dû davantage découvrir que on n'était peut-être pas fait pour travailler ensemble. Et selon toi, c'est quoi les 2-3 critères qui font que tu ne travailles pas avec une personne? Un peu ta grille, ton filtre, ton tamis à client compliqué. Pour moi, c'est déjà le client qui te fait venir, mais qui d'emblée est buté sur la plus-value que tu peux apporter. Et qui, du coup, va être tout le temps dans le test. C'est-à-dire que c'est vraiment... Moi, je conçois vraiment la vente avec mes clients vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a le mandat exclusif qu'on signe, mais il y a aussi l'exclusivité dans la relation de confiance. Et le client que je sens qui, d'emblée... est là pour te tester. Et là, voilà, pour me tester. Ou pour justement attendre le moindre, ce qui va être pour lui un faux pas, pour me mettre à l'amende. Est-ce que c'est pas plutôt ça vraiment le problème, que la personne qui finalement va un peu tester ce que tu peux lui amener finalement, est-ce que c'est pas plutôt la posture de la personne en face qui se dit ben voilà, je la teste, mais c'est justement pour au moment où elle va se manquer, lui faire remarquer qu'elle s'est manquée? Tu vois la différence? Parce que tu as des clients qui légitimement te disent ben voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Ah ben bien sûr. Ça, à la rigueur, ça peut s'entendre. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui des fois s'en servent en fait pour finalement se retourner contre toi au moment. Et oui, et c'est vrai que ça, c'est un peu sur le long terme, malheureusement qu'on le voit, parce que finalement, au premier rendez-vous, le client qui va être très, au contraire, qui va tout remettre en cause. Moi, j'aime bien, parce qu'en fait, au moins, il dit tout. Je préfère ça que celui qui te dit oui à tout. Ok, super, écoutez, merci beaucoup. Exactement. Et puis au final, on après... vous rappelle, non, ça, c'est pas possible. Et ça, moi, au début, je me faisais un peu avoir, parce que du coup, il y a ce côté, c'est très sécurisant, le client sympa, ça fait plaisir. Et en fait, tu n'as rien creusé. T'as rien creusé. Et moi, j'ai eu un rendez-vous comme ça. C'est des clients, d'ailleurs, à qui j'ai dit... Le mieux, c'est que vous essayez de vendre par vous-même. Et puis, si jamais vous avez... Parce que tout était parfait, et comme tout était trop parfait, j'ai vraiment creusé. Et là, je suis allée dans des objections, mais des objections qui étaient... Oui, mais si on signe le mandat exclusif avec vous, on ne peut pas avoir si quelqu'un, du coup, a fait la visite et qui veut revenir parce que lui, il ne peut pas payer les honoraires. Donc, en fait, on est passé de tout était super à... Elle était en train de m'expliquer
qu'elle voulait potentiellement avoir la possibilité de me court-circuiter avec le client direct. Ouais, donc en creusant, comme tu disais. En creusant, voilà. Mais ça, il m'a fallu un petit peu. Un peu d'expérience. Un peu d'expérience. C'est normal, c'est normal. C'est comme ça que... Voilà, un peu d'expérience malheureuse pour qu'après je on passe tous par là, je crois. C'est clair. Exactement. Oui. Est-ce que tu as d'autres profils un petit peu de vendeurs avec lesquels tu n'aimes pas travailler ? Tu as le droit de balancer. Hein. Non, après je me rends compte que je suis assez... j'ai des clients, alors je réfléchis dans les clients avec lesquels ça accroche, justement plutôt très bien. C'est des profils assez différents. Donc, je sais pas, je me dis que je suis assez peut-être caméléon. C'est pas bon, ça, je suis quelconque. Non, au contraire. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, ça. Yes. Parce que c'est vrai que si on attire toujours le même profil de client, ça veut dire qu'on a sûrement quelques carences en termes d'empathie. Très certainement. Ouais, non, ça, là, par contre, oui, pour le coup, Et il y a des conseillers qui ont un type de client bien précis. Moi, je sais que, par exemple, quand je travaillais en France, les petites mamies, c'est vrai que ça se passait toujours très bien. Il aimait bien les petites mamies. Tu allais bien aller à l'EHPAD pour aller faire signer mon exclusif. Non, une fois, j'ai eu une dame qui... Je donne l'anecdote, sinon les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire c'est un escroc. Celui-là, à Dubaï. Merci, chérie. Non, en fait, j'ai eu une dame une fois qui, malheureusement, a été complètement abandonnée par sa famille. Et était dans un EHPAD. Et l'EHPAD était à 100 mètres de sa maison. Et quand je suis allé la voir, je lui ai dit, ben voilà, j'ai appris par votre voisine que vous vendiez votre bien. Elle me dit, moi, l'immobilier, on en parle si vous voulez, mais amenez-moi mes habits, s'il vous plaît. Et ça faisait 1 an qu'elle était à l'EHPAD et personne n'était allé lui chercher ses habits. Et son appart était à 100 mètres. Ah là là. Donc voilà. Et donc, c'est la seule fois où j'ai fait une transaction dans un EHPAD et j'ai fait signer le compromis à l'EHPAD. Donc, c'est pour dire le niveau de... Voilà. Et elle était complètement abandonnée. Bon, t'avais quel âge là à l'époque ? J'avais 20 ans. Ouais. Donc, mais tu vois, ça pour le coup, moi, ça peut être tout à fait de moi, ça. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est complètement. Complètement. Alors d'ailleurs, on pourrait en parler de ça, mais je vois de plus en plus de conseillers IMO qui réalisent des petits services en plus, comme ça, pour les clients, justement, pour améliorer la relation. Parfois, j'en ai vu certains qui faisaient, par exemple, qui allaient tondre la pelouse, par exemple, juste avant la signature de l'acte authentique pour rendre service aux clients. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai même vu certains faire un peu de ménage. Alors, mais c'est vrai qu'il y en a... J'ai vu faire du ménage, même. J'ai entendu ça. Oui. Prendre des petits services, voilà. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est un métier où il faut vraiment garder la foi, parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça et qui, du coup, j'ai pas eu Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le retour, c'est que tout d'un coup j'ai eu une ingratitude qui a été encore plus mal vécue par moi. Mais en revanche, je l'ai eu fait. C'était un appart à Nice que j'ai vendu en visio. Grâce à une visite FaceTime. Et la visite, elle avait duré, l'appart, il faisait même pas 40 mètres carrés, la visite elle avait duré 2 heures, parce qu'il voulait vraiment... Voilà. Tu dois avoir des crampes. D'ailleurs, il me suit, s'il se reconnaît, Alain. Et donc, du coup, la visite s'était super bien passée. Le client qui vit au Liban vient pour faire la visite physique et signer l'offre. Et l'appartement est loué. Et le locataire avait rien trouvé de mieux que quelques semaines avant la signature de prendre un chiot. D'accord. Et l'appart était dans un état. Et donc là, quand je viens pour la visite, il me dit « Ok, mais moi, je vais bosser, je suis de nuit, nanani, nana. » Je sens le coup. Et là, je me dis « C'est pas possible. » Enfin, je veux dire, on a conclu un truc en visio. Il va venir, il va voir l'appart. Je suis arrivée, 40 minutes avant et j'ai fait du ménage. Waouh. Eh ben... J'ai fait du ménage, j'ai fait de la vaisselle. Oh là 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 là. Envie des trucs. Ouais, t'as fait ta vente ? T'as fait ta vente, c'est bon. Okay. C'est bon. Est-ce que tu le referais aujourd'hui ? Oui. Ouais, quand même. Ben oui, parce que c'était dans l'optique de la première impression aussi de l'appartement. Et surtout, là, ce passage-là, il y a une validation en visio. Et là, c'est la première fois qu'il va rentrer dans l'appartement. Oui, tu avais aussi une forme de responsabilité, sûrement. Ah ben oui. Ouais, c'est ça. Okay, donc ça, quand même, pour tes clients, c'est quand même un très, très bon point. Je me mets à la place d'un vendeur. Je sais que l'agent immobilier est capable d'aller faire ce genre de choses. Je me dis, si je dois choisir entre lui ou lui, tu vois, je choisis directement l'agent immobilier qui est capable de mettre tout en place
pour vendre mon bien et de mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour arriver à vendre, quoi. Donc là, il a eu beaucoup de chance. Amen. Merci Céline. Non, mais bon, il a eu beaucoup de chance. Donc, non, mais il faut le dire. C'est vrai que c'est super. Bien. Bravo. Ok, moi j'ai une autre question. Donc là maintenant, on a remonté un peu l'histoire. Maintenant, ça fait 5 ans. Tu es très établi sur Carros. Tu as ta réputation qui n'est plus à faire sur Carros. Les gens te font naturellement confiance. Si tu avais 3 conseils à donner pour avoir une réussite un peu similaire à la tienne, ce serait quoi? Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de réussir? C'est quoi les 3 points qui t'ont permis vraiment, selon toi, de réussir, de changer les choses? Alors, d'abord, c'est d'établir un lien de confiance. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs, on va certainement évoquer les réseaux sociaux, mais moi, je me suis beaucoup fait connaître à Carros grâce aux réseaux sociaux, donc que Facebook à l'époque. Et mon questionnement était de comment je vais pouvoir être reconnue en travaillant de chez moi, puisque je venais de rejoindre un réseau, en n'étant pas natif de Carros, et surtout par rapport à la concurrence qui était justement des gens de Carros avec des agences implantées depuis plus de 20 ans. Donc en fait, moi je dirais que l'objectif premier, il n'est pas tout de suite se dire je dois faire une action pour un mandat. D'accord. Donc ça vaut pour toute la prospection. Je parle des réseaux sociaux, mais ça vaut aussi pour tout ce qu'on va faire sur le terrain. Voilà. C'est de ne pas forcément avoir cet objectif du mandat. Moi, mon premier objectif, c'était de pouvoir être connu et reconnu. Et que ça m'a été dit, hein. Ah, mais maintenant, voilà, quand on parle immobilier, il y a un tel, et Stéphanie Bonhomme. Okay. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut être le plus difficile, c'est d'être dans la shortlist des gens, parce que qu'est-ce que font les gens typiquement quand ils ont un projet immobilier? Ils vont faire appel à 2-3 agences pour estimer leurs biens. Et le premier objectif qu'on doit viser en tant qu'agent immo, c'est ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est être dans cette shortlist-là, des gens qui vont t'appeler, te solliciter pour faire cette première estimation. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire je ne vais pas faire une action pour avoir un mandat. Et ça, c'est un petit peu ce que tout le monde essaye de faire, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Paf, tout le monde essaye d'aller vraiment droit au but, alors qu'en fait, parfois, il faut faire plusieurs petites actions et ça finit par arriver en plus de manière beaucoup plus douce, par recommandation. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, la qualité du mandat est généralement meilleure. Et très souvent, on veut tout de suite aller, un peu à... Oui, puis ça fait en direct. Ça fait aussi des profils qui s'épuisent, en fait, qui, du coup, ont l'impression de ne pas avoir des résultats et ils sont toujours dans une course. Et moi, voilà, mon conseil, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné, c'était déjà de soigner ces petites choses, comme tu dis, qui vont faire une réputation sur le long terme. Donc après ça a été aussi de vraiment, du coup, soigner ma relation client. Alors ça, bon, pour le coup, je ne me force pas, hein, parce que je le fais toujours. Mais je trouve que c'est encore plus important quand on démarre et que du coup, on n'a pas beaucoup de mandats à gérer. On peut vraiment aller au bout des choses. Et pour travailler, du coup, après la preuve sociale aussi qui va se faire grâce à la recommandation. Et ça, c'est des choses qui se construisent, mais dès le début. Dès le début. Voilà. Et doucement surtout. Enfin, ça peut prendre un certain temps, mais on a la qualité du retour de ces actions-là, à l'inverse de quelqu'un qui va peut-être... Moi, je suis pour le démarchage quand même. Pour moi, il y a 2 écoles qui peuvent se rejoindre en réalité, et chacun avec sa sensibilité doit faire en fonction de lui, en fait. Mais c'est vrai que l'approche dont tu parles, je la trouve très intéressante parce que justement, elle amène une qualité de mandat, elle amène une qualité relationnelle. Sur le long terme, c'est très, très bon à faire. Et puis, le démarchage plus direct, etc., je trouve que c'est aussi très bon parce que ça fait rentrer du cash aussi parfois plus vite. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Et pour certaines personnes, c'est très important aussi. Ça peut être aussi leur moteur. Donc, OK. Donc, pour toi, c'est plutôt ça. Donc, les réseaux sociaux, l'entretien et la construction relationnelle autour de ça. Il en manque un troisième. Et le troisième, voilà, exactement. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme troisième conseil? J'avais un truc qui me venait là, donc je sèche un peu. J'avais un truc qui me venait, puis j'ai dit, je suis passée à autre chose. Tout à l'heure, on parlait des partenariats, par exemple. Est-ce que ça a été aussi quelque chose d'important? Comment tu as créé tes partenariats? Est-ce que ces partenariats t'ont ramené aussi du business ou ils t'ont au moins facilité le business? Oui, alors moi, ça aura plus été avec les commerçants aussi, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec les commerçants. Comme quoi, par exemple? Moi, j'ai démarré sur les réseaux sociaux pour me faire connaître
en présentant les commerçants de ma commune. D'accord. Ah, super. Voilà. Et il y avait une vraie démarche, c'est-à-dire que quand on est parti vivre à Carrosse avec mon mari, on venait de Saint-Laurent-du-Var, hein, pour ceux qui connaissent un peu le 06, et tout le monde nous disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire à Carrosse ?» Parce que, bon, si tu connais un petit peu, c'est encore une commune qui a une réputation basée sur une époque voilà, où il n'y avait que le centre-ville et la zone industrielle. Et donc, nous, on faisait les visites à Carrosse, on trouvait que c'était plutôt très sympa, tranquille, ça avait un côté un peu campagne. Et tous les copains qui venaient chez nous disaient « Ah, mais en fait, c'est vachement sympa, Carrosse et tout. » Et quand moi, j'ai démarré l'immobilier, je me suis dit « Mais il y a déjà une chose à faire, c'est de faire connaître ma commune. » Et les habitants de ma commune. Et ceux qui la font vivre. Et la démarche, elle est très claire. C'est-à-dire que quand je présentais le projet, moi, quand j'ai démarré les vidéos de présentation commerçants, j'avais vraiment bossé le truc. J'ai fait un nom de rubrique, j'avais un process, j'y allais, je faisais des photos. Donc, il y avait une première publication. Il y avait le texte. Le texte, je l'écrivais quand je faisais mon montage vidéo, hein, tout simplement. La vidéo et le jeu concours. J'ai arrêté, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans à peu près. Ok. Et donc, c'était vraiment au tout début. Et en fait, mon discours auprès des commerçants était très clair. C'était, eux participent à l'attractivité de la commune. Et moi, je n'ai pas à rougir de dire que les mettre en avant et que la commune reste attractive avec la vie des commerces, ben, ça participe aussi de l'immobilier bien sûr. sur la commune. Bien sûr. Voilà. Et ça a été très, très important pour moi de vendre, en plus du bien en lui-même, le cadre de vie. Parce que le marché de maisons à Carrosse, c'est beaucoup des Niçois qui viennent, qui ne peuvent pas forcément s'offrir la maison familiale à Nice parce que le prix de l'immobilier était un peu plus élevé, mais qui du coup vont au départ un peu se rabattre sur Carrosse. Ça me fait penser un peu comme dans le Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois. Tu pleures quand t'arrives et tu veux pas partir. Et tu veux pas partir. Moi, tu sais que j'y suis depuis 2015. Au départ, on s'était dit, bon, c'est notre première maison, on verra après. Je veux pas partir de Carrosse parce que y a une super vie pour les enfants. Il y a encore une qualité de vie un peu rurale, même si les natifs critiquent, parce que c'est une commune qui a beaucoup explosé ces 5 dernières années. Mais c'était hyper important pour moi. Et ce que j'explique des fois aux clients, j'ai un discours qui est crédible auprès des acheteurs quand ils ont des craintes sur les écoles. C'est hyper important que je sache répondre. Tu vois, au même titre, on parlait du technique et tout, que je sache répondre sur les écoles, sur ce qui se passe sur la commune. Et moi, je vis dans cette commune. Je vis, j'y fais des activités, je fais de la danse, mes filles sont à la danse. Et tu aimes cette commune. Et j'aime cette commune, complètement. Exactement. Moi, ce que je m'aperçois dans toute cette interview, finalement, depuis le début, c'est que je vois vraiment une femme consciencieuse jusqu'au bout. Tout à l'heure, tu nous parlais du juridique, tu as appréhendé avant que les problèmes arrivent, finalement, tu as voulu savoir un petit peu ce qui pouvait se passer. Ce qui n'est pas le domaine le plus exploré par les Exactement. Tu as parlé un petit peu des travaux. Là, tu nous parles justement de ta ville que tu as envie de mettre en valeur. C'est vraiment bien. Je pense que le maire peut te remercier. Ouais, c'est ça. Mais donc, il le fait. Il le fait. Bon, ça va alors. Il est devenu client ou pas encore ? En tout cas, on y est presque. Après avoir vu ça, c'est obligé. C'est ça. Mais je vois vraiment une femme consciencieuse qui a vraiment envie de prendre son travail à cœur. Et je trouve qu'encore une fois, ça fait une belle différenciation. C'est très important pour moi. On reparle de la commune, mais moi, je vis là où je travaille. Et c'est génial. J'adore, tu vois, le marché de Noël, pouvoir présenter à monsieur le maire. Ah ben tiens, ça, c'était les nouveaux carrossois et tout. Et je les croise. En fait, c'est des gens, les acheteurs. Je les croise. On vit sur place, donc du coup, moi, ça me fait plaisir quand ils m'invitent, que je vois l'évolution, quand ils ont fait des travaux. Enfin, c'est génial. Ouais, c'est super. Et pour rebondir justement sur parce que moi, je trouve ça génial de s'intéresser aux commerçants de la ville et justement de présenter les gens qui font vivre la ville. J'ai un de nos coachés qui s'appelle Cédric Dutré, peut-être que tu le connais. Voilà. On se connaissait à l'époque dans le même réseau. Super. Voilà, qui lui aussi est très attaché à son territoire. On avait fait plein de choses aussi. Oui, vous avez surtout pris à fou rire pendant l'interview. C'était bien marrant. Mais voilà, lui aussi est très attaché à sa ville de la même façon.
Et il aime beaucoup mettre les autres en valeur. Et je pense, et tu vas me dire si je me trompe, mais le fait de t'intéresser aux autres comme ça, bah forcément, ces gens-là à qui tu t'es intéressé pendant un temps pour faire une vidéo, etc., je pense que ça doit être peut-être aujourd'hui tes meilleurs ambassadeurs finalement, non? Ce sont des très bons ambassadeurs. En tout cas, ils pensent à moi. Alors après, c'est pas... Non, c'est pas systématique. C'est pas systématique, mais... ils ont, en fait, moi, ce qui était important dans la mise en avant, c'est limite la vidéo qui va apparaître sur les réseaux sociaux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais moi, ce qui est important, c'est le contact que j'aurais eu avant. Totalement, je comprends. Et la démarche, si tu veux, moi, la démarche était vraiment, c'est pas forcément pour leur amener du monde dans leur commerce, c'est qu'il y ait une histoire, enfin, que les gens comprennent qui est derrière cette enseigne, comment le pâtissier a eu envie de devenir pâtissier, comment la fleuriste, et finalement on se trouve des points d'accroche. Moi j'avais fait le choix aussi personnellement de me présenter et de ne pas faire de fake. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand je vois enfin je supporte pas, voilà. Je vois des nouveaux arrivants du coup sur ma commune, parce que maintenant, comme tu le dis, avec 5 ans de recul, je sais avec qui je suis en concurrence sur des rendez-vous. Et là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui sort du chapeau et qui met un flyer et qui dit qu'il est expert du secteur. Mais moi, ça me met... Alors, peut-être que c'est perso. Moi, j'aurais l'impression d'être un imposteur, tu vois. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup communiqué sur la reconversion. Et des fois, on m'a dit, oui, mais est-ce que tu as besoin... Ça arrive naturellement dans le... Oui, tu veux dire que le fait d'assumer et de communiquer sur cette reconversion, c'était plus authentique en tout cas que d'emblée se dire, bah voilà, je suis la meilleure de Carrosse. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une reconversion professionnelle, donc j'ai pas 20 ans d'ancienneté. J'ai grandi en Aveyron, donc en fait, je ne suis pas native carrossoise. En revanche, j'ai retrouvé mon petit bout d'Aveyron sur la Côte d'Azur, à Carrosse. Et c'est ce qui fait que j'aime cette commune. Et moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir un discours authentique. Mais tu le reflètes parce que, si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce type de mots un peu valise, comme on dit souvent avec Julien. On parle souvent en formation, etc. Les mots expert, transparence, unique. Bon, bref, tout ça, c'est des mots... On peut tout y mettre dedans et rien. De manière ça. Parce que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai que expert du secteur, finalement, si on ne le reflète pas, ça n'a vraiment pas de... Ça n'amène rien, en fait, sur un flyer. Et tu le reflètes tout simplement parce que tu montres que tu habites sur place, tu as fait le tour des commerçants. Finalement, avec tout ce que tu as fait, tu le prouves sans même avoir besoin de le dire. Tu l'incarnes, en fait. Que tu es expert de ton secteur. Tu as parlé de reconversion, mais surtout, toutes les actions que tu as mises en place, pour moi, c'est ça qui me fait dire que tu es expert du secteur. Parce que tu connais les commerçants, parce que tu as des liens étroits avec le maire, parce que tu as des partenaires. Bref, tout ce que tu as fait là et tout ce travail-là, eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que tu es une experte de ton secteur. Oui, et d'ailleurs, je pense que face aux clients, c'est surtout ça qu'il faut mettre quand on est en concurrence comme ça avec... C'est sans critiquer parce que quelqu'un qui arrive aussi, il a besoin, comme nous à l'époque, quand on a démarré. Et donc je dire numéro 1. Voilà, exactement. C'est toujours numéro 1 de quelque chose, de toute façon. Mais non, mais c'est vrai. Mais par contre, je pense que ce qui fait la différence, et c'est ça qu'il faut montrer au client et que le client doit voir, c'est cette incarnation finalement, de dire, ben voilà, moi je suis une amoureuse de Carrosse, mais c'est pas de le dire, c'est de le montrer, de l'incarner. Oui, et puis après, il y a une qualité de travail. Alors oui, moi aussi, je vais travailler sur recommandation. Donc j'ai déjà vendu des apparts à Nice. Mais pour le coup, c'est presque frustrant parce que tu fais une vente, un accompagnement et ça reste là. Que quand je travaille sur Carrosse et que j'ai un appart, 2 apparts, 3 apparts à la vente et que le 4e a été suspendu de la vente mais que je peux le proposer en off-market, je dis ça avec un appartement en tête. Parce que pour le coup, quand tu m'appelles, je suis du secteur et que je peux te proposer d'autres choses qui correspondent. Ça te crée une qualité, déjà, là, pour le coup, pour les acheteurs, et puis moi, ça, pour le coup, je me régale quand c'est comme ça. Totalement. Et puis, je pense, on en revient à la fidélisation des clients et la relation qu'on veut construire avec chacun des clients. Est-ce qu'on veut faire du one-shot, voilà, juste parce que c'est l'opportunité du moment, tu as le bien, tu as l'acheteur et boum, ça fait des chocs à pic, ou est-ce que tu veux accompagner les gens dans le temps? Mais tu vois, cet acheteur-là, peut-être, il va vouloir faire un investissement, je dis n'importe quoi, à Avignon. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un partenaire à Avignon et garder le client comment dire, c'est ton client que et tu collabores avec un agent, tu vois. C'est différent que juste faire une reco et dire, bon,
allez-y, débrouillez-vous avec lui. Tu vois non, ce mais que je veux bien dire? sûr, mais tu sais qu'à Carros, il y en a qui vont vouloir investir à Dubaï. Hein. Ah ben oui, sûrement. Mais je pense que c'est bien d'avoir ce suivi-là avec les gens au-delà de son secteur en réalité. Oui. Je trouve que c'est vraiment important. Ok. Moi, il y a un sujet dont justement on a commencé un peu à en parler, mais c'est les réseaux sociaux. Et notamment, en fait, nous, ce qu'on trouvait bien par rapport à ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, c'est que tu parles de plein de sujets différents, de manière très authentique, avec une touche d'humour très souvent. Et moi, je trouve que c'est très bien fait. Et je pense que les gens, du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ces retours, de comment tu construis ça. Mais avant, il faut vraiment dire à tout le monde d'aller suivre Stéphanie, oui, on vous mettra le lien dans la description. Les comptes sont super sympas. Il y a des bonnes pratiques à prendre. Merci. Alors oui, moi, les réseaux sociaux, alors déjà j'aime les réseaux sociaux parce que moi, j'aime le principe que le digital va amener vers le réel, vers le terrain. Sinon, ça n'a pas de sens, en gros, et surtout pour nous. Hein. J'ai démarré, j'ai réussi à quantifier, c'est-à-dire que j'ai vraiment démarré les réseaux sociaux en 2020. Et j'ai réussi à quantifier sur 2021 que ça avait généré 80% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Mais là, je parle par contre en prise de mandat. D'accord. Pas en acheteur. Ah, d'accord. En acheteur, c'est plus encore tu génères beaucoup d'acheteurs par les réseaux ou c'est plus des vendeurs? Plus des vendeurs. D'accord, plus des vendeurs. Acheteurs, si tu veux, ça va être plus sur le... ils vont rebondir, ils vont me poser une question, c'est dans quel secteur? Et nous, on cherche ça. Et donc, je vais avoir quand même des contacts. Ça, ouais. Mais tout ce que je communique sur les réseaux sociaux, ça fait des rendez-vous, comme tu disais tout à l'heure, Céline, beaucoup plus qualitatifs. Et j'ai des demandes directes de voilà, je vous suis depuis un moment, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous? J'ai mon appartement à la vente. Génial. Et alors maintenant, ça fait 5 ans, je reste toujours surprise parce que, en fait, c'est des gens qui commentent pas, qui ne likent pas, qui, en gros, ne sont pas du tout dans le champ de vision. Et ça, parce qu'il faut avoir la foi quand même pour parler sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je le dis parce que je donne aussi des formations. On part du postulat qu'on sait. Alors, on ne sait pas à qui on parle, oui et non. Et on a une niche. Et moi, je trouve que justement, conseil aux conseillers en immobilier, arrêtons de parler aux confrères. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ouais, arrêtons de nous adresser aux confrères, quoi. On s'adresse à des prospects. Et après, comme tu le dis, je ne parle pas que immobilier parce que, en fait, si tu veux, moi, au départ, je me suis dit, à l'époque où j'ai mis mon appartement à la vente, mes 2 appartements à la vente, bon, bref, j'aurais aimé qu'il y ait des réseaux sociaux pour pouvoir choisir le bon agent immobilier. Que je disais au début que j'avais été assez critique avec les agents immobiliers que j'avais côtoyés. Ceci dit, j'en ai rencontré 2 qui étaient super et qui sont sortis du lot. Mais j'aurais aimé pouvoir choisir mon agent immobilier en amont. Et pas parce qu'il va me montrer qu'il a plein de biens à la vente et pas parce qu'il va me montrer que super, il est toujours chez le notaire, donc c'est le plus fort. Mais parce que du coup, à un moment donné, il m'aura apporté de la valeur ou il m'aura fait rire. Parce que quand même, c'est vrai, je veux dire, on n'est pas... Bien sûr que ça compte. Bien sûr. Les émotions. Comment on est dans la vie quand on est avec des clients. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est comme les réseaux sociaux. À un moment donné, on bafouille, on perd le fil. Ça nous arrive aussi en clientèle. On part pas en courant de chez qui. Excusez-moi, je reviens. Exactement. Oui, et puis tout n'est toujours pas parfait. L'authenticité, le plaisir, comme tu dis. Donc, tu disais que c'était un prolongement, finalement, de la vie réelle. Complètement. Et moi, je m'en suis rendu compte, même sur... au tout début, c'était les mamans que je croise à l'école. Ah, j'adore vos vidéos, tu vois. Donc je voyais que je commençais à être reconnue comme ça. C'est même très drôle parce que mon mari me disait, attends, on arrivait à la fête de la fraise de Carros. D'ailleurs, je vous la recommande. D'accord. Il y en a une qui vient me voir, qui me dit, Stéphanie, c'est Sabrina. Je te suis sur Instagram et tout machin. Et c'est devenu des copines. En fait, c'est devenu des il y a du relationnel qui s'est créé grâce à ça. Elles n'ont pas de projet immobilier. Alors, je pense à elle en particulier. Mais pour le coup, j'ai mené le projet immobilier de la vente de la grand-mère. Enfin, ça crée quand même un écosystème où, pour le coup... Alors après, tu plais ou tu plais pas. Bien sûr. Mais au moins, j'ai mes petits détracteurs, attention. On a tous des haters. C'est normal. Ouais. J'ai mes petits haters locaux. Mais bon, on gagne du temps. Bien sûr. Exactement. Ça fait le tri.
Exactement. On gagne du temps. Ok, ça je trouve ça vraiment intéressant, ce côté, c'est exactement ce que nous on prend. Nous on dit les réseaux sociaux c'est le bar du coin de l'époque, mais c'est vraiment ça en fait. Complètement. Et il y a autre chose que tu as dit qui est intéressant, et nous on l'a vérifié aussi même dans notre activité de formation et de coaching, c'est que ceux qui like ne sont pas forcément ceux qui deviennent clients ou ambassadeurs. Bien sûr. Par contre, ceux qui sont invisibles, c'est là en fait, nous on le voit, les plus gros coachings qu'on a eu, nos clients n'ont jamais mis un like, je crois, sur... C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Là, c'est plus pour les conseillers homo qui nous regardent, mais il n'y a pas que le like. Non, on s'en fiche à la Il faut quand même regarder le nombre de vues sûr, qu'il faut aller faire sur les shorts. Il y a des choses à regarder. Il faut aussi comprendre que ça peut la difficulté aussi de passer à l'action sur les réseaux sociaux, c'est de dire qui ça va intéresser. On en revient à la création de contenu, parce que tu ne parles pas que d'immobilier justement. Et du coup, pourquoi toi tu fais comme ça alors que la plupart ne parlent que d'immobilier? Pourquoi toi tu fais pas comme tout le monde entre guillemets? Parce que, alors moi je me suis régalée avec ça, avec le format des stories. Ok. Parce que on dit toujours c'est le format coulisses, mais pour de vrai. C'est-à-dire que moi je me dis, sur les stories, je peux me permettre, la personne elle est venue volontairement. Donc, limite, elle s'est invitée à ma table, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, je vais me permettre, et c'est des fois des réflexions que j'ai à voix haute. Alors, c'est peut-être aussi le fait de travailler seul, tu vois, pour pas péter un câble. Et c'est finalement de dire, pour moi, les réseaux sociaux, c'est presque quand, à la fin de la journée, tu partages et tu racontes ta journée à ton conjoint. Ton journal. Voilà. Et donc, des fois, ça fait partie des choses de la vie. Mais je partage du quotidien, ça peut être n'importe quoi. Ouais, on est des êtres humains, je suis maman, j'ai des préoccupations, je rencontre certains écueils, certaines difficultés, voilà, et j'en parle parce que je trouve aussi que... alors moi, c'est peut-être ça, ce que je fais encore le pont avec mon ancien métier, mais pour moi, c'est vraiment... d'abord un métier d'humain. Après, c'est le top quand derrière il y a des connaissances juridiques, techniques, mais le premier choix, c'est l'humain. C'est l'humain. Totalement. Et si on parle un petit peu chiffres, mais tu dirais que la part en pourcentage de vendeurs qui viennent grâce à toute ta communication que tu as faite sur les réseaux sociaux, tu dirais que c'est combien à peu près? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'on me l'a posée il n'y a pas longtemps, donc ça m'a obligée à poser les choses par rapport au mandat en cours. Sur les 10 mandats en cours, donc là je peux te parler, c'est très récent, hein, c'était il y a 2 mois. Sur les 10 mandats en cours, 7 émanaient directement des réseaux sociaux. Wow. Et finalement, en cherchant, il y en a encore 2 autres. Voilà, il y en a qu'un qui arrivait comme ça. Et les 2 autres, c'était grâce aux réseaux sociaux, à la rencontre physique et à la recommandation physique. Ouais, ils ont vu plein de choses, mais les réseaux sociaux ont appuyé La base, ça a toujours été... 90% donc de tes contacts vendeurs viennent des réseaux sociaux. Oui. Mais parce qu'après, j'existe aussi en réel. Hein. Bien sûr. On sait que c'est pas que les réseaux sociaux, c'est ça. Mais tu es pas assis sur ton canapé avec 3 clics et non, voilà. Ça marche pas. Tu es sûr? Je confirme. Non, mais ok, franchement, c'est beau. Ouais, sur la création de contenu, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de faire ce mix-là. Et je trouve qu'il est bien fait sur tes réseaux. Donc, allez voir si vous avez l'occasion. Ok. Et est-ce que les réseaux sociaux te servent aussi plutôt dans le sens entretien des relations, par exemple? Oui. Parce qu'on parle de l'acquisition directe, mais après, il y a aussi la fidélisation quelque part. Oui. Surtout qu'à Carrosse, on n'a pas beaucoup de bars du coin. C'est un peu dommage. Mais pour aller boire un café, c'est plus compliqué. Mais oui, bien sûr. Il y a un lien qui perdure, en tout cas. Qui serait difficile à avoir dans la vraie vie. Qui serait difficile à avoir dans la vraie vie et qui répond aux besoins de maintenant. Hein. Je veux dire, moi, j'explique souvent aux clients, par exemple, que le mandat simple, il avait de la valeur avant Internet. Quand, du coup, c'était stratégique d'aller mettre son mandat sur telle agence qui était... tel cercle, tel réseau. Et que maintenant, on est tous avec le téléphone à la main. Donc, il y a ces travers, mais il y a aussi ces très, très bons côtés. Exactement. Et tu crées du lien. Et tu sais que c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai eu un retour. Alors moi, je me suis beaucoup nourrie des retours réseau, positifs comme négatifs, de gens qui étaient déjà dans mon cercle d'amis et de nouveaux prospects
pour croiser un petit peu, tu vois, comme ça, les données et un peu analyser ce qui marchait et ce que je pouvais améliorer. J'ai eu des acheteurs qui m'avaient dit, ils avaient hésité. En fait, je vendais un appart. Ils étaient venus sur cet appartement, alors grâce aux réseaux sociaux. Tu sais pourquoi? Alors, pas grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à la première photo d'annonce. Premier point faible de l'annonce, l'extérieur. Petit appart à carrosse, grand appart, grand 5 pièces, 95 mètres carrés. Mais c'est un peu le point faible du secteur. Un extérieur de 4 mètres carrés. Et ça, je commence à me dire, putain, si on me pose la question, 4 mètres, de devoir écrire 4 mètres carrés, ça va pas. Ouais. J'ai mes 2 premiers appels. Est-ce qu'un extérieur? Oui. Combien de mètres carrés? 4 mètres carrés. Ah ben non, ça suffit pas. Et là, je dis, franchement, Kelly, si tu me regardes, j'adore, elle est repartie dans sa région du Nord, du coup. J'étais en vrai partenariat avec la propriétaire. J'ai dit, bon, là, ça va pas. C'est un point faible, il faut qu'on en fasse un point fort. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Petit bar de balcon. J'aménage l'extérieur. On est parti avec la cliente à Leroy Merlin. On a fait entre de la récup. Génial. J'ai passé un truc sur les réseaux sociaux, recherche palette. Hop, du coup, on me donne les palettes. Et j'explique pourquoi. Mais c'était génial. Je me baladais dans la rue et j'étais, ah, mais c'est vous avec le balcon et tout. Donc, du coup, c'était devenu ma première photo d'annonce. Trop bien. Et les locataires sont venus parce qu'ils étaient locataires dans le même bâtiment. Et ils ont dit, mais c'est pas possible, nous, on n'a pas autant de place, alors que si, ils avaient autant de place. Incroyable. Génial. Ça, c'était... T'en as fait un point fort. Ça, c'est une belle vente, ça. Expérience de dingue. Ouais, et puis, du coup... après, j'ai communiqué dessus avec des petites gazettes que j'ai distribuées. Et en fait, pour moi, l'important, c'est de toujours faire le pont avec la vie réelle. Ouais, le terrain, ok. Avec le terrain. Donc oui, c'est une chance, les réseaux. Bon, moi, j'ai 2 questions qui me turlupinent. Comment tu fais déjà en tant que femme? Tu as dit que tu avais des enfants. Comment tu fais tout ça? Comment tu arrives à faire tout ça? Parce que tu es du coup présente sur les réseaux, sur le terrain. Ouais. Comment tu arrives à allier tout ça? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses de la place de la femme? Du coup, dans l'immobilier, est-ce que tu penses qu'on est plutôt privilégié? Ou à l'inverse, est-ce que tu penses qu'on a certaines difficultés? Alors, déjà pour répondre à ta première question, comment j'y arrive en tant que femme et maman? Alors, j'ai posé des choses dans le cadre de ma reconversion avec mon mari. C'est-à-dire qu'il y a 2 soirs, le mardi et le jeudi, c'est lui qui récupère, la grande maintenant elle est au collège, elle rentre toute seule en bus, et c'est lui qui récupère la petite à l'école. Donc j'ai mes 2 soirs où je peux mettre des rendez-vous tard, parce que c'est aussi des contraintes, on fait en fonction aussi des vies professionnelles de nos clients. J'accepte de ne pas travailler le mercredi, je ne travaille pas le mercredi parce que je m'occupe des activités. Sauf que, gros avantage de travailler sur son secteur, pendant l'heure et demie de GR, je peux organiser des visites. Donc, je m'en sors quand même pas trop mal. En fait, j'ai arrêté de courir après le temps et d'être toujours énervée parce que, en fait, j'étais énervée parce qu'il y avait des appels qui arrivaient sur les temps avec les enfants, que c'était du coup... Pas des moments de qualité. Voilà, c'était presque pas pro. Et puis finalement, après, je me dis, il faut se détendre aussi. Les gens, on est des êtres humains. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être un peu bruyant. Là, je suis chez moi. Tu vois, je suis assez là-dessus, toujours très transparente. En tout cas, ça me remet. J'ai pas du tout l'impression de me remettre en cause professionnellement. Donc, j'ai accepté d'avoir ces temps où, s'il se passe rien, il se passe rien. Et oui. Au tout début, où je créais beaucoup de contenu sur les réseaux, je travaillais plus tard en deuxième partie de soirée. Okay. Et après, pour moi, c'est pas du plus, ça doit vraiment s'inclure de toute façon dans du temps de travail. D'accord. Totalement. Ok. Moi, et tu avais une autre deuxième partie la place de la femme pour toi, si dans l'immobilier on est plutôt... Ça c'est grand débat. Hein. Ça c'est ton sujet, ça. Moi je trouve qu'on a un œil déjà pour plein de choses, pour le souci du détail. C'est peut-être l'habitude de gérer. C'est un grand débat, parce qu'on ne va pas être dans les débats hommes-femmes, les clichés. Mais c'est vrai que on peut avoir l'habitude de gérer des choses, d'avoir un regard qui sera peut-être un peu plus maternant.
alors c'est peut-être pas bon, mais sur le fait, tu vois, de penser, je sais pas, d'aller faire le ménage pour être sûr que la première impression, elle soit toujours de bonne qualité. Voilà. Et oui, moi, je trouve qu'il y a au niveau relationnel, il y a même sur des conseils un peu déco, des choses qui peuvent s'arranger. Moi, je le vois quand j'ai des demandes. Alors déjà, on dit souvent que c'est la femme qui le dit, que c'est la femme qui décide. C'est clair. Voilà. Et moi, une fois, j'en ai plaisanté avec un client parce qu'il me dit, bon, ben là, on vient. Moi, j'hésite. Moi, vraiment, là, l'appartement, le vôtre, c'est le coup de cœur, mais c'est ma femme qui hésite sur un autre appartement. Et là, je lui dis, on est foutu, monsieur. Je dis, alors on est foutu parce que c'est très bien. Et puis du coup, elle a rigolé, elle a dit, mais non. Et en fait, fatalité, ils ont acheté l'appart. Bon. Voilà. Donc, elle m'avait fait mentir. Mais oui, moi, je pense qu'on a une place privilégiée. D'ailleurs, c'est aussi, j'ai peut-être pas assez de recul là-dessus, mais c'est une profession qui se féminise de plus en plus. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, on est avantagé en tant que femme, je trouve, dans l'immobilier. Et je m'en suis aperçue pendant des années. Par exemple, quand on faisait la pige, Julien faisait une pige, je faisais la pige, on pouvait faire de la même manière. J'étais pas reçue de la même manière. Parce que je suis une femme, parce qu'une femme, quand on va toquer, la relation n'est pas la même quand on a un homme qui arrive à la porte plutôt qu'une femme. Les gens ont plus confiance en une femme. Sur les réseaux sociaux, on est plutôt avantagé, merci l'algorithme. Donc je trouve qu'en fait, en tant que femme, on est vraiment privilégié dans l'immobilier. Il faut le dire, parce que très souvent on va dire ouais, c'est les hommes, ils ont des meilleures payes, ils ont ci, ils ont ça. Ouais. Mais quand même, je trouve que dans l'immobilier, on peut le dire. Et d'ailleurs, effectivement, il y a de plus en plus de femmes dans l'immobilier. Et je trouve qu'on a de la chance quand même. On en parle du sondage pétanque. L'été dernier, on met un sondage sur Instagram. Qui gagne à la pétanque, Céline et moi. Ou qui gagne aux échecs. Ouais, mais enfin, la pétanque, c'était flagrant. Et elle a eu 100% de gens avec elle. J'ai pas eu une personne qui a dit Julien. Et oui, ben voilà, solidarité. Au final. Non, mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'on a quand même de la chance là-dessus. C'est un bon point. Vrai. Alors, moi, j'aurais un dernier sujet à aborder. C'est bien parce que maintenant, tu as 5 ans d'expérience. Tu as connu les années fastes après Covid. Et je ne me rendais pas compte que c'était des années fastes. Oui, tu ne t'en rendais pas compte à l'époque. Nous, on le savait. Donc voilà. Et puis là, on a connu quand même 2024 qui est une année de crise. Donc moi, j'aimerais bien qu'on conclue sur ce sujet-là. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer la crise et comment tu vois un petit peu 2025 ? Alors, déjà, même si je n'avais pas le recul, même si je n'avais pas conscience que c'était les années fastes, je me suis beaucoup formée et j'étais prête, en fait, à cette période de calme. Et là-dessus, j'ai aussi beaucoup éduqué, entre guillemets, les clients chez qui j'étais en rendez-vous, en disant « Attention, la maison qui se vend 3 offres dans la journée, c'est peut-être plus comme ça. 3 mois, c'est des délais qui sont tout à fait normaux. » En fait, je me suis déjà moi-même dit que c'était pas normal et que la normalité, elle était ailleurs et elle était sur le temps, en fait. Voilà. Là où j'ai bien passé la crise, je pense, il y a eu un autre rapport qui s'est fait avec les clients. C'est que j'ai pas perdu de mandat. Je n'ai pas perdu des mandats qui, pourtant, ont mis, pour certains, 1 an à se vendre. Okay. Et j'en ai beaucoup. Là, j'ai signé une offre là juste avant. On signe l'offre et on se dit avec les vendeurs, ça fait 1 an. Alors comment tu l'expliques ? Le suivi. Le suivi. Ok. Bien sûr. Oui, c'est ça. Le suivi. Ok. Oui, il se passe rien. Voilà, je suis désolée. Vous savez, là, les acheteurs, nanani, ils ont le choix. Et puis, du coup, on a une visite. Alors, là où ça a été plus difficile, ça a été du coup de garder cette rigueur aussi sur les acquéreurs, sur la motivation, le profil, parce que moi, il y a eu des fois, j'avais l'impression de faire comme, tu sais, dans Le Père Noël est une ordure, quand tu vérifies si le téléphone, il est bien, t'es sûr, l'annonce, elle est bien en ligne et tout, parce que tu comprends pas. Et tu comprends pas parce que déjà, tu connais ton secteur, tu sais que c'est pas une question de prix. Donc, à un moment donné, moi, j'expliquais aussi aux clients, on a de la chance dans le 06 d'être assez privilégié et de ne pas avoir eu vraiment de baisse de prix drastique. Mais du coup, on allonge un peu les délais.
Donc, ça m'a fait réagir différemment. J'ai continué le travail de fond. C'est-à-dire, j'ai continué la prospection, les rendez-vous, les rentrées de mandat. Mais par contre, pour le coup, avec un vrai travail de suivi. Déjà, voilà, un peu qui annonce déjà que ça c'est particulier, que ça va prendre du temps, qu'il y a des tas de choses. Beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, mais là, moi, je sais pas, ce serait intéressant d'en discuter avec des agents, mais peut-être vous pouvez le dire, qui ont au moins, on va dire, 10-15 ans de recul, mais moi, je trouve que là, la pédagogie, elle est indispensable, ne serait-ce que pour expliquer aussi aux acheteurs que en 2021, quand les taux, ils étaient à peine 1%, leur maison, c'est pas leur maison en elle-même qui vaut moins, c'est que la capacité des gens à pouvoir se positionner sur ça, bien sûr. Mais c'est énorme. Et je trouve qu'on a quand même pas mal d'outils, nous professionnels, qui nous permettent d'étayer tout ça et d'expliquer correctement les choses aux clients. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Ok, et puis une dernière question très brève pour tous ceux qui nous écoutent, tous les conseillers immobiliers qui nous écoutent. S'il y avait une qualité humaine à avoir et à développer, ce serait laquelle et pourquoi? Oula. Oh, moi je sais, c'est pas prête. Une en plus. Non, tu fais semblant d'hésiter là. Non, c'est un peu bateau. J'aurais envie de dire la vraie écoute, mais dans le sens disponibilité, tu vois, presque limite. La vraie écoute, pas l'écoute. Je trouve que maintenant, quand on parle d'écoute active et tout, on est un peu trop ah oui, d'accord, et que les gens rebondissent. Mais la vraie écoute, qui est celle où tu cherches pas déjà à répondre, en fait. Où tu es vraiment présent. Où tu es vraiment présent. Mais moi, ça m'a valu. Tu reflètes un peu de toute façon ta reconversion, ce que tu disais avant. Je suis désolée, je rebondis encore sur un cas. Ça m'a valu une super réussite. Ma première vente, donc je vends une maison à carrosse parce que les propriétaires deviennent un peu âgés et que avant que ça devienne trop compliqué, c'est dans le village, il faut descendre, bon bref. On trouve un appartement. L'appartement, donc c'est une conseillère de l'agence qui le rentre en bien. Elle a des photos, mais c'est minable. Un temps pourri. Enfin, franchement, si j'avais montré les photos de l'annonce, les clients ne se seraient pas déplacés. Mais dans ma découverte, et aussi parce que moi, j'aime passer du temps. Alors, je travaille sur cette frustration quand les propriétaires vendeurs n'ont pas ce temps. Mais moi, des fois, j'aime aller voir mes clients, même s'il ne se passe rien, leur faire des comptes et discuter, et boire le café, et discuter de choses je sais pas, qui n'ont peut-être rien à voir. Qui n'ont rien à voir, mais qui pourtant sont des mines. Tu trouves des choses. Ah, voilà. Et là, je retiens qu'elle m'explique que ce qui va lui manquer le plus, c'est son jardin. C'est hyper important. Qu'elle a acheté une seule plante. Tout le reste, c'est des boutures, des trucs qu'elle a fait elle-même et tout, machin. Je m'intéresse à ça. Moi, j'ai pas du tout la main verte, donc je suis là, ah ouais, ok, super et tout. Et en fait, donc ils me font part de leur recherche, et classique. Tant de pièces, minimum tant de mètres carrés. Et puis Stéphanie, dernier étage ou étage élevé. Pourquoi? Non. Alors, j'ai pas creusé à l'époque du pourquoi, c'était comme ça. Ils venaient de maison, ils voulaient personne au-dessus. Enfin, tu vois, le truc quand tu es en étage surélevé. Pourquoi pas? Et là, il y a cet appart qui arrive. Et là, je me dis, mais cet appart, il est trop bien. Il y a une énorme terrasse de 15 mètres carrés avec une grosse jardinière. Et juste à côté, une terrasse de 30 mètres carrés. Un carré, carrément. Il est au premier étage, l'appartement. Oh, punaise. Ah oui. Il est au premier étage. Et, mais il était vraiment trop bien. Et là, je me suis dit, mais c'est idéal. D'ailleurs, c'était un peu maniche au départ. J'avais beaucoup de clients comme ça. Le passage de maison en appartement. Ah oui, d'accord. Tu sais, quand tu es... ce qu'a fait ma mère, là, d'ailleurs, qui est dans le Var maintenant. Le passage de la grosse maison à comment tu vas rentrer ta maison dans un appartement. Et là, je m'étais dit, c'est génial. Il y avait ça. Et à côté de la grosse terrasse de 30 mètres carrés, un tout petit bout de véranda, tu vois, qui pouvait servir d'atelier. Et je décide de faire les 2 visites. Il y avait un deuxième appart qu'on présentait. Et ils sont un peu âgés, donc je leur dis, écoutez, ce qu'on va faire, moi je connais bien Cagnes-sur-Mer. En plus, c'était à Cagnes-sur-Mer, je connaissais bien le secteur, j'y ai bossé. C'est là où j'avais mon cabinet d'ortho. Okay. Je connaissais très bien. Et je dis, je viens vous chercher en voiture. Comme ça, vous ne cherchez pas et tout. On fait un petit tour, je vous montre et tout. Et au moment où on rentre dans la voiture, le client, il me dit,
Stéphanie, vous vous rappelez, un dernier étage. Hein. Oh, J'ai dit, laissez-vous faire. Et en fait, c'est l'appart qu'ils ont acheté. Voilà. Et là, ma cliente, elle disait, t'es trop forte, t'es trop forte, t'es trop forte. Et je sais que si je leur avais montré sur le papier, ils auraient dit non. Ils se seraient même... Bon, déjà, la photo, elle était ignoble. C'était Ouais. un premier étage, ils ne se seraient pas déplacés. La nécessité de faire appel à un agent immobilier, parce que si le client était passé de PAP pour vendre son appartement, il aurait donné l'adresse directement à l'acheteur, et donc l'acheteur ne se serait même pas déplacé. Oui. Donc là, le rôle de l'agent immobilier au milieu, qui fait un peu tampon, qui donne pas l'adresse, et qui va quand même tenter la visite, elle est ultra importante. Oui. Et ça, c'est quelque chose... On le sait, on parlait de la connaissance aussi, vraiment des projets des acheteurs. Et moi, là où je me régale, c'est quand je dois reloger. Alors déjà, j'ai un peu une pression parce que, tu vois, il faut reloger le client dont tu vends la maison. Mais pour le coup, c'est le mieux parce que je connais très, très bien le client. Et j'ai vu un peu ses habitudes de vie, en tout cas, ce qui est important pour lui. Et finalement, je leur ai montré que c'était plus important de pouvoir un peu jardiner et d'avoir cette impression presque de vivre en maison que d'être en étage élevé. Morale de l'histoire, l'écoute. La qualité la plus importante. Ouais. Bon, super les filles, c'était un super épisode. Merci Stéphanie. Stéphanie, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as délivrée, pour le partage de ton expérience, de ton histoire, de tes réussites et de ce qui a fait ton succès sur ton secteur. C'était vraiment super. Moi, je me suis régalé. Merci et j'envisage 2025 avec beaucoup d'optimisme. T'as bien raison, nous aussi, pareil. Génial. Super. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode des Icônes de l'immobilier. À bientôt. Merci. Salut tout le monde. Bye.